Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois Dieu a essayé de vous parler par l'intermédiaire des personnes auxquelles vous vous attendiez le moins? Combien de bénédictions vous sont passées sous le charme de la misère, du rejet ou du mépris? Et vous les avez ignorées? Cette histoire vous donnera la chair de poule. Cela vous fera réfléchir. Et peut-être que cela vous évitera de manquer le miracle que vous attendiez, car il est peut-être caché dans la chose même que le monde nous apprend à mépriser. Restez jusqu'à la fin, car ce qui est arrivé à cet homme ce matin-là à Paris est l'une des plus grandes leçons spirituelles que vous entendrez jamais. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Et le plus impressionnant, Dieu s'est révélé là, dans le froid des trottoirs, dans le cri d'une personne invisible. Avant de continuer, je voudrais vous demander une petite faveur. Plus de la moitié des personnes qui regardent des vidéos ici sur la chaîne ne sont pas encore abonnées. Si ce contenu vous a déjà touché avec cette seule introduction, abonnez-vous maintenant. Cela m'aide beaucoup de continuer à apporter des histoires comme celle-ci qui enflamment la foi, secouent l'âme et montrent que l'amour de Dieu ne choisit pas l'apparence ou le statut. Son nom est Jules Mbaye. Il a 49 ans, de grandes mains comme celles d'un sculpteur et des yeux qui semblent toujours contenir une vieille douleur. À Paris, personne ne le connaît. Je veux dire, vous connaissez la figure, l'homme. Noir endormi, enveloppé dans une couverture rouge usée, toujours au même coin de la rue de Maubeuge, à environ 400 mètres de la gare du Nord. Mais personne ne connaît son nom, et encore moins l'histoire. Ce jour-là, mardi, fin mars, avec des températures atteignant 3 degrés, il avait déjà fait distribuer son café froid par une association et suivait son rituel matinal. Marchait en silence jusqu'à la cafétéria désaffectée où il restait assis pendant 20 minutes à observer le mouvement, comme s'il cherchait quelque chose dans le visage des gens. La ville fonctionnait comme d'habitude. Des gens pressés, des klaxons retentissants, des téléphones portables à l'oreille et des regards qui traversaient Jules comme s'il était en verre. À 8h12, quelque chose a brisé cette logique. De l'autre côté de la rue, devant la sortie du métro Barbès-Rochechouart, une jeune femme blonde, âgée d'à peine 20 ans, tombe comme poussée par un fantôme. Aucune réaction de la foule. Un homme a même éloigné son pied pour éviter de trébucher sur le corps. Jules, sans réfléchir, traversa la rue sur une impulsion que même lui ne put expliquer plus tard. Il s'est agenouillé, a placé son propre manteau sous la tête de la fille, a touché son cou avec une précision chirurgicale, comme s'il l'avait déjà fait, et a crié à l'aide avec une autorité qui faisait même ralentir les voitures. Le chauffeur du bus 38 a été le premier à descendre, suivi d'une vendeuse de croissants au coin de la rue. Un petit cercle s'est formé autour de la scène, mais personne ne s'est approché. C'était comme si la couleur de la peau de Jules souillait même le geste le plus humain. Mais lui, il ne semblait pas s'en apercevoir. Il tenait fermement la main de la jeune fille, murmurant des mots rassurants en français avec un fort accent sénégalais. À l'arrivée de l'ambulance, il avait déjà surveillé sa respiration et placé la jeune femme dans une position latérale sûre. Les ambulanciers échangèrent un rapide regard lorsqu'ils virent qui était là, mais Jules ne recula pas. Il l'aida à la mettre sur la civière, lui expliqua calmement les signes qu'il avait observés et monta silencieusement dans l'ambulance avec elle, comme si elle était sa propre parente. Durant les 15 minutes qu'il a fallu pour se rendre à l'hôpital Lariboisière, personne ne lui a adressé la parole. Les professionnels parlaient entre eux, tapèrent sur la tablette, mais évitaient tout contact visuel avec cet homme qui avait tout fait correctement, mais qui, parce qu'il était en haillons, était considéré comme gênant. À l'hôpital, il a attendu qu'elle soit vue. Il se tenait debout, appuyé contre l'entrée du service des urgences, sans poser de questions, juste en train d'observer. Lorsqu'une infirmière est venue lui demander qui il était, Jules a simplement hoché la tête, a souri avec une dignité presque offensante et est sorti par les portes vitrées comme si de rien n'était. Il disparut parmi les marches d'une ville qui oublierait bientôt, et ce moment. Mais elle n'a pas oublié. Elle s'appelait Camille Fournier.
Elle avait 22 ans. Elle était la fille unique de Jean-Luc Fournier, diplomate réputé auprès des ambassades de Genève et de Bruxelles. La chute qu'il a subie a été causée par une chute soudaine de la pression artérielle, diagnostiquée comme une crise vasovagale. Rien de sérieux. Mais pour elle, ce qui a marqué cette journée, ce n'est pas le choc de l'évanouissement. C'était le souvenir clair de cet homme agenouillé sur le sol, la façon dont il restait calme, alors que le monde semblait s'en moquer. Elle se souvenait de la texture rugueuse de son manteau sous sa tête, de la forte odeur de cigarettes bon marché et d'humidité, et de ses yeux, des yeux qui semblaient tristes même lorsqu'il souriait. Les jours suivants, Camille essayait de se concentrer sur ses tâches universitaires, mais la scène ne la quittait pas de l'esprit. Elle se demandait qui était cet homme. Pourquoi a-t-il disparu si vite? Avec l'aide du chauffeur de bus et de quelques caméras de sécurité de la ville, elle a pu localiser l'itinéraire qu'il empruntait habituellement le matin. Ce n'était pas facile. Personne ne voulait parler du sans-abri noir qui se promène ici. Un employé de la boulangerie l'appelait le muet, car Jules parlait peu. Un autre a dit qu'il avait l'habitude de porter une vieille Bible, mais qu'il l'ouvrait rarement. Après presque une semaine de recherche, Camille l'a enfin retrouvé. Il était tôt, le jour se levait encore et il dormait sous l'auvent du vieux cinéma Le Trianon, le visage partiellement couvert par un foulard déchiré. Elle s'approcha lentement, avec un mélange de respect et d'urgence, et appela « Monsieur ». Jules ouvrit lentement les yeux, sans sursauter. Il la regarda simplement, comme s'il savait déjà qu'elle reviendrait. Camille se présente simplement mais avec hésitation. Je ne savais pas exactement comment me comporter. Après tout, que dites-vous à quelqu'un qui vous a sauvé et qui a ensuite disparu comme un fantôme? Jules hocha simplement la tête, écoutant silencieusement tandis qu'elle essayait d'exprimer sa gratitude entre des phrases brisées. Il ne souriait pas, mais il n'avait pas l'air mal à l'aise non plus. Lorsqu'elle lui demanda son nom, il répondit d'une voix grave, ferme et calme, « Jules. Jules Mbaye ». La prononciation de son nom de famille révélait ses racines sénégalaises. Pendant quelques secondes, il y eut un silence gêné entre eux, comme si l'air était chargé de quelque chose de non dit. Camille lui a alors demandé s'il voulait prendre un café. Il a refusé, mais a indiqué un coin où il servait de la soupe chaude, en échange d'un don. Ils marchaient ensemble, et il gardait les yeux baissés, comme pour se protéger de sa curiosité. Durant la promenade, c'est elle qui parlait le plus. Il a parlé de sa famille, de la façon dont il était sur le point d'obtenir son diplôme en relations internationales, et du vide qu'il ressentait depuis ce jour. Jules écoutait comme quelqu'un qui lit un vieux journal, attentif mais émotionnellement distant. Ce n'est que lorsqu'ils se sont assis sur le trottoir, avec des tasses de soupe à la main, qu'il a commencé à parler. Il a déclaré avoir été infirmier en chef à l'hôpital de Marseille, portant une blouse blanche et travaillant 24 heures sur 24. Il a également raconté le jour où tout s'est effondré. Un patient est décédé pendant son service à cause d'une panne d'équipement. Il avait signalé le défaut quelques jours plus tôt, mais le rapport a disparu. Il était le seul noir de l'équipe et est devenu le bouc émissaire sans le droit de se défendre. Négligence médicale, ont-ils déclaré. Il a perdu son immatriculation, il a perdu son loyer et petit à petit, il a également perdu contact avec les quelques amis qui lui restaient. Camille ne savait pas quoi dire tout de suite. La façon dont Jules le racontait était sèche, directe, comme quelqu'un qui aurait répété la même histoire tant de fois qu'elle n'est plus qu'un résumé de tragédie compressée. Mais il y avait quelque chose dans sa posture qui la laissait déconcertée. Ce n'était ni de l'amertume, ni de la colère. C'était une dignité tranquille, presque provocatrice. Comme pour dire, sans mots, ils ont peut-être tout pris, mais ils n'ont pas pu me briser. Tandis qu'il parlait, Camille sentait son visage brûler. Honteux de sa propre ignorance, de n'avoir jamais imaginé que quelqu'un là, allongé sur le sol froid, puisse porter une histoire aussi absurde qu'injuste. Elle lui a demandé s'il avait essayé de faire appel, d'engager un avocat, de le dire à la presse. Jules rit pour la première fois,
un rire court et amer. Quand on est noir, pauvre et discrédité, personne ne nous écoute. On ne nous regarde que pour nous accuser. Ce matin-là, elle n'est pas partie avant qu'il ait fini sa soupe. Et avant de se dire au revoir, Camille fit un geste simple. Elle retira les gants de ses mains et les lui tendit. « Ce n'est que le début », a-t-il déclaré. Jules ne répondit pas mais mit les gants dans sa poche avec un soin presque cérémoniel. Les jours suivants, Camille revient le chercher. Parfois, il apportait un café chaud. Parfois, il venait simplement s'asseoir et écouter. Il n'y avait pas de plan, juste la volonté d'être proche et de mieux comprendre. Et plus j'apprenais à connaître Jules, plus il devenait clair qu'il n'était pas un cas isolé. Il était le reflet d'un système qui choisit qui mérite la compassion et qui doit être rejeté. C'est alors que l'idée est née, au milieu d'une conversation sans prétention, lorsqu'il a commenté, presque involontairement, « Ce qui nous manque, ce n'est pas la nourriture, c'est l'espace pour exister ». Cette phrase a durement touché Camille. Un espace pour exister. Elle répétait cela mentalement toute la journée, comme si elle avait entendu une révélation. Elle est rentrée chez elle et a regardé le plafond de sa chambre pendant des heures, pensant au nombre de fois où elle-même était passée devant des sans-abri et avait fait semblant de ne pas les voir. Elle se souvenait des hivers où elle se plaignait du chauffage en panne, des cafés qu'elle jetait à moitié finis, des nuits où elle se disait épuisée après les cours et les examens, sans jamais imaginer ce qu'était le véritable épuisement, celui qui naît de l'exclusion, de l'injustice et de l'oubli. Tard dans la nuit, elle a sorti un vieux carnet, a griffonné des idées tordues et a écrit en haut de la page une phrase en grosses lettres « Centre de réintégration, la dignité avant tout ». Le lendemain, Camille cherche l'ami de son père qui travaille à la mairie. Il a demandé des réunions, passé des appels téléphoniques, préparé une présentation PowerPoint improvisée avec des données, des arguments et un aperçu de ce que pourrait être le centre. Il a utilisé le nom de Jules comme exemple. Il a parlé de son histoire avec passion, comme s'il défendait la vie d'un frère. Il y a eu de la résistance, bien sûr, les gens qui pensaient que l'idée était trop belle pour fonctionner. Mais elle a insisté. Il est allé jusqu'au bout, a affronté les bureaucrates, a affronté les regards sceptiques et a réussi à obtenir une petite chambre dans un bâtiment public désaffecté du quartier Saint-Denis. Ce n'était qu'un début, mais suffisant pour démarrer quelque chose de réel. La première chose qu'elle fit fut de chercher Jules, de lui montrer la clé et de lui demander en le regardant dans les yeux « Accepteriez-vous d'être responsable du secteur de la santé ici ?» Jules a mis du temps à répondre, non pas par doute, mais par incrédulité. De longues secondes de silence s'écoulèrent, pendant lesquelles il regarda la clé dans sa main comme s'il s'agissait d'une pièce d'un puzzle qu'il n'aurait jamais imaginé tenir à nouveau. « Sais-tu ce que tu m'offres » demanda-t-il, la voix plus basse que d'habitude. Camille hocha simplement la tête, et à cet instant, quelque chose dans ses yeux changea. Ce n'était pas une joie manifeste, mais une sorte de reconnaissance silencieuse que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le voyait au-delà des couches de négligence et de poussière. Il accepta, avec un léger hochement de tête, comme s'il savait qu'il ne recevait pas une faveur, mais une chance de rendre au monde ce qu'il portait encore en lui, l'attention. À partir de ce jour, Jules porta à nouveau une blouse de laboratoire. Ce pain n'était plus le blanc impeccable et net de l'hôpital, mais un simple modèle bleu pâle sur lequel son nom était brodé à la main par une bénévole âgée nommée Madame Roux, qui disait que coudre était sa façon de prier. Au centre, il soignait les blessures visibles et invisibles. Il était recherché par des personnes vivant dans la rue, par des jeunes chassés de chez eux, par des femmes fuyant la violence. Il écoutait des histoires, appliquait des bandages, enseignait les règles d'hygiène de base, mais ce qu'il faisait surtout, c'était regarder les gens dans les yeux pendant qu'ils parlaient, une chose rare pour quelqu'un qui vit en marge. Jules ne prêchait pas, mais sa présence était un sermon vivant sur la foi, la résilience et la rédemption.
Chaque geste qu'il faisait dans cet espace était une réponse concrète à l'humiliation qui un jour l'avait presque englouti. Le centre a commencé petit, avec seulement 3 bénévoles réguliers et quelques dons modestes. Mais en moins de 2 mois, ce qui n'était autrefois qu'une pièce mal aérée est devenu un monument de Saint-Denis. Ce n'était pas seulement le service, c'était aussi l'atmosphère. À l'intérieur, personne n'était traité comme une cause perdue. Jules tenait à apprendre le nom de chaque personne qui entrait, même de celles qui venaient juste pour s'abriter du froid. Il a créé un environnement où même le silence était apaisant. Un jeune homme, accro à l'héroïne, a dit un jour que le seul endroit où il ne se sentait pas comme une poubelle était là-bas. Une dame qui n'avait parlé à personne depuis des années a recommencé à chanter de vieilles chansons après avoir été soignée par lui. Et Camille observait tout avec une admiration qui grandissait de jour en jour, comme quelqu'un qui assiste à quelque chose de divin prenant forme dans des mains humaines. Il y a quand même eu des moments de tension. Tout le monde dans la communauté n'a pas facilement accepté l'idée. Certains commerçants se sont plaints de la présence de sans-abri dans le quartier. Il y a eu des graffitis sur le mur du centre, des tentatives de représailles et même une plainte anonyme affirmant que le lieu favorisait les vagabonds. Camille était attristée, mais Jules réagissait avec une sorte de paix difficile à expliquer. Il a dit que, pour certaines personnes, le bien dérange plus que le mal, car le bien exige un changement. Lorsqu'un homme est venu le menacer personnellement en lui criant de retourner en Afrique, Jules a répondu, le regardant droit dans les yeux et calmement, « J'ai connu la haine, je n'y retournerai pas. » L'homme recula. Il est parti sans rien dire de plus. Là, à ce coin de rue, une bataille spirituelle a été gagnée avec une seule phrase. Au fil du temps, le centre a commencé à recevoir de petits reportages des journaux locaux. L'une d'elles, publiée dans Le Parisien, a été partagée des milliers de fois. Dans ce livre, le journaliste met en lumière l'histoire de Jules avec le titre « L'homme que la ville a ignoré a sauvé l'une de ses filles ». Le projet a apporté un nouveau flux de dons et l'espace a pu être agrandi pour proposer des consultations dentaires, des douches chaudes et même des ateliers de réinsertion sur le marché du travail. Jules n'a jamais aimé être sous les projecteurs. Chaque fois qu'une équipe de télévision arrivait, il se glissait discrètement à l'arrière et laissait les autres parler. Mais tout le monde le savait. Sans lui, cet endroit ne serait qu'un autre projet. Bien intentionné, c'était son âme, son regard sur les autres, qui faisait tout vibrer. Camille, à son tour, a profondément changé. Cette jeune femme qui étudiait auparavant les relations internationales en pensant à représenter le pays, voulait désormais représenter l'invisible. Il a commencé à étudier les politiques publiques visant la population sans abri, a suivi des cours sur la santé mentale et a commencé à utiliser le nom de son père comme un pont et non plus comme un bouclier. Jean-Luc, le diplomate, était d'abord réticent. Je pensais que c'était dangereux, imprudent. Mais après avoir visité le centre en personne et vu de ses propres yeux ce que sa fille aidait à construire, son attitude a changé. Il serra fort la main de Jules, les yeux pleins de larmes, et dit « Tu as sauvé ma fille, pas seulement ce jour-là, mais d'une vie d'ignorance. » Jules a juste souri. C'était un sourire fatigué, mais plein de lumière. Au cours du premier hiver, après l'ouverture du centre, Paris a connu l'une des semaines les plus froides de ces dernières années. Les trottoirs étaient gelés avant même le coucher du soleil et les abris publics étaient surpeuplés. C'est dans ce scénario que Jules a décidé d'ouvrir les portes du centre 24 heures sur 24, même sans soutien officiel. Il préparait lui-même la soupe, chauffait l'eau et distribuait des couvertures. Certaines données, d'autres prises dans le peu qu'ils avaient. Cette semaine-là, il a à peine dormi. Je restais là, à écouter chaque nouveau visage qui franchissait la porte. L'un des bénévoles a déclaré avoir vu Jules pleurer en silence une nuit alors qu'elle couvrait un enfant couché avec sa mère dans le coin de la pièce. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était comme s'il purifiait son âme de ce que le monde refuse de voir, a-t-il déclaré.
C'est aussi cet hiver-là que Camille fut témoin d'une des scènes les plus mémorables de sa vie. Une femme, visiblement perturbée, est entrée dans le centre en criant, méfiante envers tout le monde. Ses cheveux étaient emmêlés, ses vêtements étaient déchirés et ses yeux étaient pleins de désespoir. Le personnel a essayé de la calmer, mais rien n'a fonctionné. Jules s'est alors approché avec une couverture dans les mains et a simplement dit « C'est un lieu de paix ». Elle marqua une pause, comme si cette phrase avait traversé toutes les couches de douleur. Il tomba à genoux et commença à pleurer. Jules l'enveloppa dans la couverture comme s'il accueillait une fille. C'est à ce moment-là que Camille a compris. Il n'était pas seulement un homme qui avait traversé beaucoup d'épreuves. Jules était quelqu'un qui avait été forgé dans les feux de l'injustice pour devenir un phare pour les autres. Le temps a passé et le nom de Jules a commencé à circuler dans des espaces qui ne l'auraient jamais envisagé auparavant. Une invitation à prendre la parole dans une université parisienne m'est parvenue par courrier électronique. Il a décliné gracieusement. Il a dit qu'il ne voulait pas raconter son histoire sur une scène où personne ne savait ce que c'était que de dormir avec le ventre pressé contre les côtes. Mais lorsqu'un lycée de Seine-Saint-Denis lui a demandé d'emmener des élèves au centre, il a immédiatement accepté. Il a accueilli les adolescents comme s'ils étaient des visiteurs d'une autre planète, avec curiosité, mais sans jugement. Il a montré chaque pièce, présenté les bénévoles et raconté des histoires sur les personnes qui y étaient allées. À la fin, il a demandé « Combien d'entre vous ont déjà parlé à quelqu'un qui est sans abri ?» Presque personne n'a levé la main. Et puis il a dit, d'un ton calme et ferme, « L'indifférence est le premier pas vers la perte de l'humanité. » Camille regardait depuis la porte. Il voyait ces jeunes gens, si distraits quelques minutes auparavant, écouter Jules avec l'attention de quelqu'un qui écoute une vérité oubliée. Certains ont pleuré, d'autres étaient silencieux, pensifs. Un garçon portant une casquette a dit en partant « Je ne ferai plus jamais semblant de ne pas l'avoir vu. » Cela frappa Camille plus que n'importe quel compliment. C'était là le véritable impact. Il ne s'agissait pas de charité, ni d'une bonne action. C'était une transformation, une âme en réveillant une autre. Et Jules, même sans le dire à voix haute, semblait comprendre la profondeur de ce qu'il faisait. C'était comme s'il avait accepté que sa chute, sa douleur et tout ce qu'il avait traversé avait été nécessaire pour qu'il soit désormais exactement qui il était, non seulement un survivant, mais un restaurateur de vie. Au fil des mois, le centre est devenu non seulement un refuge, mais un lieu de nouveau départ. Des histoires y ont germé comme des fleurs entre des fissures. Un ancien plombier est retourné au travail après avoir traité une infection qui l'a presque tué. Une mère retrouve sa fille après 3 ans sans contact. Une jeune femme dépendante a. La méthamphétamine a écrit sa première lettre de gratitude à elle-même avec l'aide d'un psychologue bénévole. Et dans toutes ces histoires, Jules était là. Non pas comme un protagoniste, mais comme un point d'appui invisible. La fondation qui ne demande pas à être remarquée, mais qui soutient tout. Camille l'observait un jour balayer la cour du centre-ville avec une attention presque sacrée, comme s'il nettoyait le monde de l'intérieur. « Comprenez-vous ce que vous faites ici ?» elle a demandé. Il sourit tout en balayant et répondit « Je rends juste un peu de ce qui m'a été volé. » Mais tout n'était pas léger. Jules dormait toujours en ville, sur un matelas dans le débarras. Il a refusé de retourner à une vie ordinaire, alors que tant de personnes n'avaient nulle part où mourir. Camille a tenté à plusieurs reprises de le convaincre d'accepter un petit appartement qu'elle a réussi à obtenir avec l'aide d'un ami de la famille. Il la remercia, mais déclina. « Ma maison est là où se trouvent les sans-abri. » Il était difficile de discuter avec quelqu'un qui avait reconstruit sa dignité sans avoir besoin de plus que du temps, de la foi et de la volonté de servir. Sa force ne venait pas d'un plan. C'était une foi qui ne pouvait pas être expliquée. Elle ne pouvait être que ressentie, comme la chaleur au milieu du froid. Il ne parlait pas beaucoup de Dieu, mais il y avait quelque chose de divin dans tout ce qu'il faisait. Comme si chacun de ses gestes disait « Je sais ce que c'est que d'être oublié, et pourtant
Je choisis de me souvenir des autres. C'est par un après-midi de printemps, un de ces après-midi où Paris semble pousser un soupir de soulagement après l'hiver, que Camille entra dans le centre et trouva Jules regardant par la fenêtre. Il n'a rien dit. Il a simplement montré du doigt la place devant où 3 enfants jouaient avec un ballon rapiécé. À Marseille, je rêvais d'avoir un enfant. Ça n'a jamais eu lieu, dit-il avec un sourire ironique. Mais je pense que Dieu m'a donné beaucoup d'enfants, d'une autre manière. Camille s'approcha et posa sa main sur son épaule. Dans ce contact, il y avait du respect, mais aussi une profonde affection. Jules n'était plus seulement une figure inspirante pour elle. Cela faisait partie de sa vie, de son histoire, de tout ce qu'elle était devenue. Et à ce moment-là, elle a compris que la transformation qu'elle avait vécue n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui avaient croisé le chemin de cet homme à l'âme invincible. Peu après, Camille annonce une nouvelle extension du centre, une aile dédiée à la formation professionnelle et à la réadaptation psychologique. Je voulais que l'espace cesse d'être un simple abri et devienne un pont définitif vers la vie. Jules fut le premier à être honoré lors de l'inauguration de la nouvelle aile. Quand son nom fut appelé, il monta sur la petite scène avec la même démarche calme que d'habitude. Il n'y a pas eu de grands applaudissements, ni de discours répétés. Lui seul, devant tout le monde, a prononcé une seule phrase qui était gravée sur le mur à l'entrée du centre. Être digne n'est pas un privilège, c'est un droit. C'était la seule fois où il se laissait applaudir sans sortir par la porte arrière. Ce jour-là, même lui semblait accepter qu'il était revenu, non pas à l'endroit d'où le monde l'avait emmené, mais à l'endroit que Dieu lui avait réservé depuis toujours. Aujourd'hui, quiconque passe rue Ernest Renan, Saint-Denis verra un simple panneau à l'entrée du centre, Maison Jules Mbaye, santé, dignité et nouveau départ. Jules n'a jamais demandé ce nom. C'est Camille qui a insisté. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas permettre au monde d'oublier à nouveau quelqu'un comme lui. Et ainsi, l'homme qui a vécu pendant des années comme un fantôme au coin des rues de Paris est devenu une référence, non par charité, mais par courage. Il est toujours là, tous les jours, avec la même blouse bleue et les mêmes yeux porteurs de trop d'histoires. La ville a changé autour d'elle, mais elle reste ferme, parce que certains hommes ne sont pas du genre à passer, ils sont du genre à marquer. Et si vous pensez que ce n'est qu'une autre belle histoire de dépassement, détrompez-vous. Car la vérité, c'est que des miracles continuent de se produire chaque jour, mais ils ne viennent pas toujours d'en haut. Parfois, ils viennent de là où personne ne regarde. Ils arrivent sales, affamés, blessés, mais ils portent en eux l'étincelle de quelque chose d'éternel. Jules en est la preuve. Il n'a pas seulement sauvé une vie en cette froide matinée parisienne. Il a rappelé au monde quelque chose qui semblait perdu, que la compassion peut encore transformer l'impossible en un nouveau départ. Cette dignité ne dépend pas de l'endroit où vous dormez, mais de la façon dont vous choisissez de vivre. Et que Dieu, quand il veut agir, utilise ceux que le monde s'obstine à ignorer. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.